On pourrait passer des heures à énumérer les lignes d'un CV qui impressionne. Sciences Po, une carrière internationale du Japon à la péninsule ibérique et aujourd'hui une place au cœur du réacteur de l'un des plus grands fleurons industriels mondiaux. On connaît Jean-Claude Pats, stratège, celui qui a dirigé le personnel du groupe Michelin et qui supervise aujourd'hui des pans entiers de l'économie mondiale de la mobilité. Mais aujourd'hui, nous allons laisser les titres et les organigrammes à la porte. Car derrière le président de l'ASM Clermont-Auvergne se cache un homme pour qui le sport n'est pas une simple ligne de communication, mais un ADN. Un homme qui sait que l'on soit au Japon ou à Kataru, la seule vérité qui ne ment jamais est celle du terrain. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de part de marché ou de gestion de carrière. Nous allons parler de cette Madeleine de Proust qui sent le camphre et l'herbe mouillée, de la gorge qui se noue quand le stade Marcel Michelin gronde et de ce que le rugby a appris aux dirigeants sur la fragilité et la force des hommes. Jean-Claude, pour cette interview Ma vie autour du sport, je vous souhaite la bienvenue. Merci Jérôme. Et merci de me recevoir au cœur du stade Marcel Michelin. Alors, je le disais, aujourd'hui, on reçoit un homme passionné de sport et passionné de rugby. Quand on est président de l'ASM Clermont-Auvergne, on est forcément passionné de rugby. Tout à fait. Mais d'abord, avant tout, passionné de sport. Le sport et le rugby, en tout cas dans ma vie, se sont toujours conjugués en parallèle. Mais ça ne se limite pas qu'au rugby, on va dire ça comme ça. Alors je disais Madeleine de Proust, alors c'est vrai que quand on pense à la Madeleine de Proust, on pense à la jeunesse. Est-ce que déjà vous êtes né dans une famille de sportifs ? Pas vraiment. Du moins, mon grand-père, j'ai quelques bons souvenirs avec mon grand-père, mais devant la télé. Mais j'ai eu un oncle qui faisait beaucoup de sport, mais autrement, mon père, pas du tout. Ma mère non plus. Donc non, c'est pas, j'irais, par atavisme familial que je suis devenu un fou de sport, aussi bien dans la pratique que tout simplement en tant que supporter. On connaît Jean-Claude Pats auvergnat, mais aujourd'hui on a envie de savoir où est-ce que vous avez grandi. Alors pour comprendre mon histoire, il faut savoir que mon père a été officier de marine, donc ce qui m'a amené à bouger beaucoup de fois dans ma vie, et puis aussi chez Michelin. Donc je suis né à Suresnes, donc c'est une ville qui est dans les Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris. Et je suis arrivé à Clermont-Ferrand en 2005. À l'époque, j'avais 42 ans, autant que je m'en souvienne, et j'avais compté le nombre de déménagements que j'avais fait depuis ma naissance jusqu'à mon arrivée à Clermont. Donc je répète, j'avais 42 ans et j'avais déménagé 17 fois. Par contre, depuis 2005, je ne bouge plus et je suis devenu auvergnat. Difficile quand on déménage souvent, difficile de se faire des amis, d'être ancré dans un club, dans une région, dans Exactement. un sport. Oui, alors tout à fait. Ça explique une partie de mon, si on peut qualifier ça de parcours sportif, parce qu'à plusieurs moments, je pense que j'aurais pu soit pratiquer un sport plus intensivement que je ne l'ai fait. Je vais prendre 2 exemples. À un moment donné, donc en suivant mon père, j'ai vécu pendant 2 ans à Tahiti. Et donc j'avais entre 9 et 11 ans. Et à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de natation. Et j'étais pas trop mauvais, on va dire ça comme ça. Et puis on est arrivé à Paris et je pouvais plus faire de natation. Ça a été peut-être mon premier rendez-vous manqué avec le sport pratiqué à un bon niveau, on va dire ça comme ça. Après, le rugby, je me souviens, là, à ce moment-là, j'habitais à Reims et j'avais un prof de PS qui nous a fait goûter au rugby quand j'étais en 4e ou en 3e, je ne me souviens plus précisément, mais j'adorais ça. Et puis, je suis parti en pension pendant 3 ans et donc dans la pension, il n'y avait pas de sport collectif, donc je n'ai pas donc continué. Là aussi, le rugby raté. Voilà. En fait, j'ai commencé vraiment à pratiquer le sport intensivement et régulièrement lorsque je suis devenu étudiant. Et à Berlin, en mars 85, avec mon école, on va rencontrer des universitaires à Berlin. Et au rugby, on joue contre l'équipe des militaires français basés à Berlin. Je ne suis pas supposé jouer, sauf que un des 3e lignes n'est pas présent au moment où il faut rentrer dans le vestiaire parce qu'il était un petit peu trop imbibé d'alcool quelque part dans la vie. Et donc le capitaine me dit à ce moment-là, Jean-Claude, tu joues. Donc je dis oui, mais j'ai pas de short, j'ai rien. Donc là, vous voyez sur la photo, je suis en caleçon, j'ai joué en caleçon. Et je dis mais j'ai pas de chaussures, on me file des chaussures, je fais du 45, c'était du 44 voire du 43. L'horreur totale. Et donc voilà, ça immortalise le seul vrai match de rugby que je jouais dans ma vie.
Puis voilà, et puis après, j'ai découvert le ski de fond. J'aime bien la course à pied, je fais du ski de fond. Plus tardivement, je me suis mis au triathlon. J'adore faire de la voile. J'aime tous les sports. Aussi bien, encore une fois, en tant que pratiquant ou aussi en tant que supporter. Jean-Claude, quand vous étiez adolescent, quel était le ou les posters qui étaient accrochés au mur ? Quand j'ai commencé à pratiquer la natation donc à Tahiti, mon idole c'était Mark Spitz, très très grand nageur américain qui a eu je ne sais pas combien de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il y en a eu un autre après qui en a eu beaucoup plus encore, c'était Phelps. Mais lui, c'était mon idole. Ouais. Et je me souviens, quand j'avais 10 ans, je me disais, tiens, un jour, je ferai les Jeux Olympiques comme Mark Spitz. Bon, j'ai pas suivi le même parcours, mais ma première idole, ça a été lui. Mes premiers souvenirs de sport collectif, en tant que spectateur ou supporter, c'est le rugby, c'est le tournoi à l'époque des 5 nations, c'est Roger Coudert, et c'est notre joueur emblématique à Clermont. Bah oui. Jean-Pierre. Quand vous êtes arrivé à Clermont, ça c'est du coup le passage et l'amour pour l'ASM Clermont-Auvergne, enfin l'ASM à l'époque, et ça a été plus facile. Alors là, il faut que je vous raconte un peu plus ma vie personnelle. Donc, je suis marié depuis assez longtemps maintenant avec mon épouse Anne, et quand on s'est connus sur les bancs de l'école. Et tous les deux, de nouveau, on aimait bien faire du sport, mais en même temps, on était fervents supporters. Donc, je me souviens, on avait été voir une fois au Parc des Princes jouer l'équipe de France contre les Blacks. Et Anne était, j'ai découvert Anne très, très à fond dans le monde du rugby. Je me souviens, ce premier match, à un moment donné, j'avais dit calme-toi parce que, autant que je m'en souviens, il y avait Blanco qui avait planté un superbe essai et elle m'avait tapé sur la cuisse, mais d'une manière assez violente. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aussi bien que ma femme que moi, on aimait bien le rugby en tant que supporter en tout cas depuis qu'on se connaît, ça a toujours été le cas. Les enfants sont arrivés, donc à l'époque on vivait à Madrid, et donc notre aîné Maximilien, je pense qu'à 4 ans on l'a mis à l'école de rugby. En Espagne. En Espagne. Les enfants étaient au lycée franco-japonais, donc il y avait une petite section de rugby. Et puis après quand on est parti au Japon, donc on avait nos 4 garçons à l'époque, avec Anne et puis un couple d'amis, on a créé la section de rugby du lycée franco-japonais de Tokyo, qui avait un maillot jaune et bleu. et voilà, donc nos enfants, on les a immergés dans le monde du rugby dès qu'ils ont pu commencer à courir et être à peu près habiles de leurs mains. Et donc on est arrivé à Clermont-Ferrand, donc en 2005, notre aîné devait avoir 13 ans, le dernier devait avoir 7 ans, et les 4, boum, on les a mis tout de suite au club, à l'ASM. Et un jour, donc on est arrivé en 2005 et je me souviens que début 2006, je me promène en ville et je vois une affiche ASM Toulouse. Et donc je dis à mon fils aîné, Maximilien, encore une fois, qui doit avoir 12-13 ans à l'époque, je lui dis tiens Maximilien, ça te dirait d'aller voir un match, il y a Toulouse qui vient. Il me dit ouais. Et donc c'est la première fois que je suis rentré dans le stade Marcel Michelin, à titre personnel, mais aussi avec mon fils. Et donc je me souviens très bien de ce match, on gagne ce match. Et je découvre l'ambiance du stade Marcel Michelin. Je rentre à la maison, je dis waouh, mais c'est génial ce stade, il y a une super ambiance. Et donc avec ma femme, dès la saison suivante, on est devenus abonnés du club. Et vous étiez situé dans quelle tribune quand vous avez pris votre première place? L'unique, Flippono. Ouais. C'est là que ça se passe. Et là aussi, ça va être intéressant d'en parler puisque j'imagine qu'il y a peu de monde et peu de supporters connaissent votre histoire dans les tribunes et dans la tribune du stade Marcel Michelin, car vous n'avez jamais lâché la tribune Flippono. Jamais, et encore aujourd'hui, parce que je dis toujours que je ne suis pas accroché au rideau et le moment viendra où je ne serai plus président de ce club-là. Et au moment où je ne serai plus président du club, je retournerai à la tribune Flippono. On a nos 2 places, on les garde, on paye nos cotisations tous les ans et donc c'est les enfants qui y vont ou des amis. Mais voilà, ma place sera là-bas. Et la place est toujours attitrée et gardée. Voilà. Alors même si je perds un petit peu, un peu d'audition du côté de l'oreille droite, puisque vous êtes situé pas très loin des ultras. Je suis de mémoire à 4-5 sièges de la grosse caisse, d'une des grosses caisses. Donc voilà, à chaque fois que j'allais là-bas et quand j'y retournerai, je sais on sent le cœur battre à travers la grosse caisse. C'est quoi votre meilleur souvenir en tant que supporter? Parce qu'il y a un ou 2 matchs de Coupe d'Europe, matchs de championnat. Les grands souvenirs que j'ai, bien évidemment, j'ai de très bons souvenirs
ici au stade Marcel Michelin, mais les 2 plus beaux souvenirs que j'ai, c'était à Saint-Étienne. Aussi bien la demi-finale de Top 14 que la demi-finale de Coupe d'Europe. C'est des moments absolument incroyables. Déjà, rien que le voyage entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, c'était incroyable. Moi, quand j'en parle, j'ai toujours des frissons, voire des petites larmes aux yeux, de voir des gens qui étaient sur les ponts, qui n'allaient pas au stade et qui encourageaient les supporters, quoi. C'était un truc incroyable. Le match contre Toulon avec les prolongations, ce suspense jusqu'au dernier moment. Ce froid glacial pour un mois de mai. Le plaquage venu de nulle part de Canalé qui nous permet d'aller en finale, etc. Donc vraiment un match incroyable. Et puis cette demi-finale de Coupe d'Europe aussi avec un public en fusion. J'avais amené des cousins bordelais qui ne connaissaient pas Clermont. Je leur ai dit, venez, vous allez voir un truc incroyable. Et ils m'ont dit, ouais, ça c'est incroyable. Ça reste un grand moment, même dans la vie du stade Geoffroy Guichard, ça reste un très grand moment. Et au sein de la tribune, proche des Ultras, qu'est-ce qui vous a fait le plus vibrer? Est-ce qu'il y a eu un jour une émotion, une communion supplémentaire sur un match? Le souvenir, par contre je ne me souviens plus très bien de l'année, mais il y a eu un match qu'on a joué contre le Leinster. Ça devait être au mois de février, je me souviens qu'il faisait un froid de gueux. Mais il y avait une ambiance et je me souviens, je monte dans les escaliers avant même d'arriver dans la tribune. Il y avait deux jeunes femmes irlandaises qui étaient là et on arrive dans le stade proprement dit. Mais on était 10 minutes avant le début du match. Mais une ambiance de folie et je vois ces 2 jeunes femmes qui font waouh comme ça et puis je leur dis welcome à Clermont-Ferrand. Donc voilà, ça c'était un super match et c'est à ce moment-là que j'ai senti que là l'équipe était en train d'atteindre un niveau qui en faisait une des meilleures équipes en Europe, quoi. Vous imaginiez président du club à cette période ou... Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu de plan de carrière. Non, on y reviendra tout à l'heure, comment on devient président. Non. Mais je vous raconterai l'histoire après, mais non, j'avais pas ça en tête. Il n'y avait pas ça en tête, c'était vraiment prendre du plaisir. Absolument. Prendre du plaisir Absolument. en tribune. Si on revient sur votre vie, votre passion du sport, donc on l'a compris, vous avez touché à tout, grâce ou à cause de tous ces déménagements. Et maintenant, quel sport pratiquez-vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? On a parlé vous avez un papa dans la marine, donc forcément j'imagine que la voile ne doit pas être très loin. Alors de la voile tous les étés, j'aime bien, mais j'en fais pas. Du moins, j'en fais un peu toujours avec beaucoup de plaisir, mais je n'ai pas de bateau. Ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs, on dit toujours que quand on a un bateau, il y a deux grands moments, c'est quand on l'achète et quand on le revend. C'est les 2 seuls moments de plaisir qu'on a. Parce que entretenir un bateau, c'est quelque chose. Bon, j'ai un ami qui a un bateau, donc de temps en temps, je vais l'aider quand il a besoin de quelqu'un sur le pont pour faire les manœuvres. Et ça, ramener à la maille annuelle, c'est très très peu de temps. Donc ce que j'essaye de préserver absolument, c'est je cours toutes les semaines. Alors l'hiver, je cours qu'une fois par semaine parce que courir la nuit, c'est pas trop mon truc. Mais dès que les jours se rallongent, je cours 2-3 fois par semaine. Alors quand on dit courir, c'est courir longtemps je cours entre 1 heure et 1 heure et demie. Je fais entre 10 et 15 kilomètres. Là, alors malheureusement, il y a de moins en moins de neige, mais il y a 15 jours, je suis allé au lac du Guéry. Dès qu'il y a de la neige, tous les dimanches matins, si je peux, je vais faire 2-3 heures de ski de fond, ça j'adore. Dès qu'il fait beau, je vais dans le parc des volcans d'Auvergne et je fais du vélo. Et puis quand il fait beau aussi, j'aime bien aller à la piscine Pierre de Coubertin pour aller nager un petit peu. Ça, c'est les sports que je pratique encore régulièrement. C'est doublement nécessaire par rapport à votre poste dans la grande maison Michelin et les responsabilités au club? C'est complètement indispensable pour mon équilibre physique tout simplement, parce qu'il faut s'entretenir, surtout à l'âge que je commence, que j'ai. Donc c'est pas un secret de polichinelle, j'ai 63 ans, donc il faut faire un peu attention. Voilà, donc c'est bon pour le corps et c'est le moment moi qui me permet de me régénérer complètement intellectuellement. Ça ne veut pas dire que je pense pas, c'est au contraire, je pense beaucoup à plein de choses. Parfois même, je peux courir pendant 1 heure et demie, puis j'arrive à la maison, je dis ah bah ouais, et je me rends compte que pendant
15 minutes, j'étais dans un trou noir complet, mais je pensais tellement à plein de trucs que je ne me rendais pas compte que j'étais en train de courir. Mais voilà, ça me permet de réfléchir à plein de choses, de poser les choses. De temps en temps, je me souviens, je commence à courir, je suis super excité par un sujet, et puis je me dis, lundi, j'arrive au bureau, pam, 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 et puis quand j'ai terminé mon footing, je dis, bon, non, alors attends, non, tu vas faire différemment, etc. Donc c'est très bon. Calmer un peu les ardeurs. Vous le disiez tout à l'heure, une famille de sportifs, votre épouse, les enfants. Ouais, à fond, tous. Alors, chacun fait son sport de son côté. Vous arrivez à faire du sport ensemble et à trouver un sport. Je ne joue pas au rugby avec mes fils. Alors pour l'anecdote, mais alors là je viens de passer un cap un petit peu douloureux en ce qui me concerne, c'est que souvent on a une maison en Bretagne, donc l'été on va courir ensemble avec les garçons. Mon épouse n'aime pas trop courir et donc là pendant très longtemps j'allais courir avec eux et le petit malin plaisir que je prenais, c'était de toujours arriver devant eux. On a un parcours, voilà. Et puis ça, je l'ai fait jusqu'à 58 ans. Et à chaque fois, je leur disais, mais vous avez pas honte, vous faites battre par un vieux comme moi, etc. Bon, maintenant, sauf je dis plus ça. Ça y est, maintenant, la bascule a eu lieu. Et donc, maintenant, ils ont la gentillesse de m'attendre et de pas aller trop vite pour que je sois pas trop ridicule avec eux. Large de la Corse. Voilà. Ensuite, voilà. Ici, ça, c'est les championnats de France de cross-country. Donc ça, c'est voilà les 3 ici. Et donc cette année-là, avec mes coéquipiers, on a été sacré champion de France des grandes écoles. Alors il y avait les universités, les grandes écoles, et donc on a été champion de France. Donc un grand moment. Très pénible sur le moment, mais un moment sympa. C'est le triathlon de Vichy, donc le 73, donc c'est la moitié d'un Ironman. Donc en anglais on dit half Ironman. Ça aussi, c'est un équilibre nécessaire de trouver ce lien avec la famille, puisque vous êtes encore très actif au sein de Michelin. Vous n'êtes pas souvent à la maison. Oui. Alors c'est des moments. Les enfants grandissent peut-être aussi. Oui, ils grandissent et puis certains ne vivent plus à Clermont, mais c'est même effectivement des moments soit en groupe, soit souvent je cours avec un de mes garçons et c'est des moments où on arrive à avoir des petits moments des choses qu'on se dit pas forcément quand on est à la maison. Après, ça c'est des moments sympas et puis c'est les moments où on se branche aussi et ça fait partie des moments sympas de la vie. Est-ce que vous avez un objet fétiche? Est-ce que vous avez quand vous faites du sport, est-ce que vous avez les mêmes chaussures, enfin les mêmes chaussures au l'échange? Est-ce que vous raccrochez à quelque chose quand vous étiez en compétition? Non, alors je rigole parce que j'ai vu que dans le vestiaire là, ici à l'ASM, il y a quelques joueurs qui ont des petits rituels comme ça. Non, j'ai pas d'objet fétiche particulier. Et pas de rituel avant de partir à la maison pour aller au match? Il n'y a rien qui vous a dit tiens, quand je fais ça, on gagne? Non, ça fait pas partie de mes habitudes. Si vous aviez 24 heures de liberté totale, alors sans téléphone, sans rien, quel événement sportif mondial vous aimeriez vivre, seul ou accompagné? Accompagné, c'est mieux quand même. Oui. Il y a un truc qui me fascine, c'est l'UTMB. L'UTMB, alors qu'est-ce que c'est? Vous connaissez pas l'UTMB? Non. L'Ultra Trail du Mont Blanc. Ah oui, d'accord. Qui a lieu fin août. Ça fait partie des regrets que j'ai parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du triathlon. J'ai découvert le triathlon assez tardivement. Le premier, je l'ai fait, j'en ai fait un quand j'étais très jeune, quand j'avais 20 ans, quand j'étais étudiant. C'était tout le début. Je l'avais fait vraiment à la One Again. Mais c'est un cousin qui m'a embarqué dans cette aventure à Vichy. J'avais 55 ans. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'adore, c'est faire des choses un peu extraordinaires. Et donc le triathlon, franchement, quand je me suis retrouvé au bord de l'Allier un dimanche matin ou un samedi matin à 6h30 du matin, j'avais vraiment la trouille, quoi. Je lui ai dit, mais dans quoi tu t'es embarqué? 2 km de natation, 90 en vélo, 21 de course à pied. J'avais pas 20 ans, j'avais plus 20 ans. Et j'adore l'adrénaline qu'on ressent juste avant le départ. Et j'adore le moment, c'est même avant de franchir la ligne, c'est le moment où on se rend compte qu'on va le faire.
Et donc ça me procure des émotions très fortes. Et je trouve qu'elles sont exacerbées quand on fait des choses qu'on considère comme a priori assez difficiles. Donc la montée du Puy-de-Dôme, la 3e week-end du mois de juin, départ place de Jaude, arrivée en haut du Puy-de-Dôme, je l'ai fait 3 fois. Ah, j'adore. Donc le triathlon, j'adore. Et l'UTMB, quand je regarde là tous ces gens qui font cette épreuve absolument incroyable, j'adore aussi. Ça, je sais que je le ferai pas parce que c'est trop tard, et en même temps, j'ai pas le temps. Comme la fameuse course. Alors, je n'ai plus en tête la fameuse course à La Réunion, qui est, vous devez avoir la diagonale du fou. La diagonale du fou. Ça aussi, c'est quelque chose que vous aurez aimé. Ça, c'est des trucs. Mais j'aimerais aller le voir quand même parce que suivre quelqu'un, parce qu'il y a souvent des teams qui suivent les athlètes. Le copain d'un de mes fils qui vient de faire la diagonale du fou. S'il m'écoute, il se reconnaîtra. Il vit à la Trinité. En Bretagne, et déjà là ce qu'il a fait à Diagonale du Fou, c'est absolument incroyable. J'ai couru avec lui il y a longtemps. À l'époque je tenais à peu près, bon maintenant il me mettrait une pilée sans nom, et quand je l'ai vu cet été, je lui dis il s'appelle Paul, je dis Paul, la prochaine c'est l'UTMB. Il m'a pas dit oui, mais il m'a pas dit non. Et il faut pousser, ou alors vos enfants peut-être qui il va falloir qu'ils s'entraînent un peu. Ils s'entraînent un petit peu. Vous qui avez fait le tour du monde, est-ce que vous avez pris à chaque fois le temps d'aller courir? J'imagine que oui. Et si c'est le cas, quel est le pays qui vous a le plus plu en course à pied? C'est pas forcément des pays, mais c'est des endroits. Où que j'aille, autant que possible, je vais courir. Et alors, il y a un principe que j'essaye de m'imposer le plus possible, c'est pour aller courir, je pars à pied de là où je suis. J'aime pas prendre une voiture et faire... Non. Alors, de temps en temps, ça m'arrive, mais c'est assez rare. En proportion, c'est ultra minoritaire. Et j'ai des souvenirs de courses magnifiques un peu partout dans le monde. Et parfois, je pars, je sais même pas où je vais. Une fois, je me souviens, j'étais à Sapporo, c'est la capitale de l'île qui se trouve au nord du Japon, l'île d'Hokkaido. Et j'allais fin août, je rentrais de vacances de France, j'étais bien affûté, j'avais bien couru pendant les vacances. Et en plus, avec le décalage horaire, je me réveille très tôt. Et je suis parti de la ville, j'étais dans le centre-ville, puis je suis monté, il y avait des petites montagnes, je suis arrivé à un moment donné à côté d'un temple, etc. Mais c'était un moment complètement magique, la ville était endormie, il était 5-6 heures du matin. Ouais, j'ai des moments comme ça, mais c'est souvent en fait des moments que je n'ai pas prévu de vivre. Je pars dans la forêt, je pars dans la ville. New York, plusieurs fois à New York, je suis parti tout seul le matin, traverser les ponts mythiques, aller jusqu'au bout de la presqu'île de Manhattan. J'avais pas prévu de le faire, puis ça se présente comme ça. Vous n'avez jamais fait de marathon? Si. Ouais. Des grands marathons à Tokyo, j'en ai fait 3. Alors j'ai dit que j'aimais bien faire les trucs un peu exceptionnels, un peu. Mais alors du coup, j'en fais 2-3, puis après c'est bon. Donc 20 km de Paris j'ai fait, Paris-Versailles j'ai fait. Bon, mais c'est Tokyo, bon, ça doit être sympa aussi. Ouais, c'était pas mal. Mais j'ai de nouveau. Vous cherchez la perf quand vous faites le marathon? Ou c'est vraiment pour faire l'événement? Le marathon, je l'ai fait, je devais avoir 40 ans. Bon, déjà, à 40 ans, on ne cherche plus complètement la perf. Et puis, de nous, à l'époque, j'étais patron de Michelin au Japon. J'étais déjà bien occupé. Donc, j'ai pas le temps nécessaire et suffisant pour viser la perf en proprement dite. Par contre, ce que j'aime bien, quand je le fais 2 ou 3 fois de suite, c'est de faire mieux que la fois précédente. Ça, oui. Parce qu'en plus, sur les épreuves de fond, que ce soit triathlon ou marathon, on apprend beaucoup. Et on se dit après, quand on arrive, ah zut, là, j'ai pas bien dosé mon effort, là, j'aurais pu mieux faire. Là. Donc, à peine terminé, même si le moment où on passe la ligne, à chaque fois, je me dis, mais quel truc de con que j'ai fait. Je suis épuisé. Et puis déjà 3 jours après, j'ai déjà basculé sur le prochain événement. Les seuls regrets dans votre vie, au final, c'est peut-être ne pas avoir fait tous ces événements plus jeunes. Ouais. Et pourquoi vous ne les avez pas fait? Parce que c'était pas d'actualité? Parce que l'occasion s'est pas présentée. Et puis de nouveau, alors ça c'est d'abord avant tout ça. Après, j'ai pas mal bougé dans ma carrière professionnelle. Des boulots assez prenants. Une famille, une épouse, 5 enfants. Il y a des moments où on ne peut pas tout faire non plus, quoi. Et là où je fais attention, c'est
et je critique pas, mais je connais des gens qui peuvent aller très très loin dans la performance sportive, mais quasiment au détriment de tout le reste. Moi, j'allais parler d'addiction. Oui, ça peut être une addiction pour certains. Je suis jamais tombé dans ce piège-là et bon, j'en tire aucun mérite, mais en tout cas, j'ai fait attention à ça, quoi. Mais la force des choses m'empêchait de le faire de toute façon. Et puis il faut arriver à prendre soin de son corps aussi. Oui, c'est et bien puis du corps et de la tête même, parce que quand on sollicite trop le corps, à un moment donné, je crois que ça touche un peu la tête. Est-ce qu'il y a une rencontre dans la vie, une rencontre d'un sportif ou d'une sportive qui vous a aidé à vous façonner? Je ne vais pas dire qu'il y a des champions qui m'ont inspiré ou qui m'ont façonné, mais j'ai eu parfois la chance de rencontrer très humblement des grands champions et qui m'ont appris des choses parce que tout simplement ils partageaient des expériences de vie. Un des exemples que j'utilise le plus souvent, c'est, y compris du côté professionnel, c'est un déjeuner. J'étais pas tout seul, on était 4 ou 5. J'ai eu l'occasion de déjeuner avec Justine Hénin, la grande championne belge de tennis. Et on parlait du feedback, du débriefing d'un match, etc. Et j'ai été très marqué par le fait qu'elle a eu une carrière absolument extraordinaire. Et elle nous racontait qu'une année, elle va en finale de l'US Open à Flushing Meadows. Elle perd ce match. Et elle avait un coach, son entraîneur était un Espagnol, je me souviens. Et elle nous explique qu'après chaque match, systématiquement, il y avait un débrief du match, les points forts, les points faibles, le prochain match, etc. Et là, elle perd ce match. Et elle est tellement dégoûtée d'avoir perdu ce match, je ne me souviens plus très bien des raisons pour lesquelles elle avait perdu, qu'elle ne débriefe pas avec son entraîneur et son entraîneur ne prend pas l'initiative de débriefer avec elle. Elle m'a dit, ça m'a tué la saison suivante. C'est-à-dire l'incapacité que nous avons eue tous les deux à se dire les choses, agréables ou pas agréables, et de capitaliser là-dessus, on ne l'a pas fait, parce que dans le moment, on avait tous les deux la tête dans le seau. Et bien derrière, ça a généré beaucoup de choses plutôt négatives dans sa performance qui a suivi plusieurs mois après, quoi. Ça, voilà. Et donc souvent, je dis bien évidemment au club, d'abord parlez-vous les gars, n'ayez pas peur de vous dire les choses, parce que quand on ne se parle pas, c'est le pire qui puisse arriver dans la vie sportive, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Donc j'accorde beaucoup d'importance au fait de se parler et de savoir écouter et de savoir accepter l'avis contraire. Parce que si on écoute et puis qu'on entend quelque chose qui nous plaît pas et que tout de suite on dit mais c'est des conneries ce que tu me racontes, c'est mort. Justement, toute la richesse, elle va venir de la capacité des différentes parties prenantes à s'écouter en totale sincérité et puis d'essayer de tirer le meilleur de ce qui existe de tous les côtés. Et c'est jamais blanc d'un côté, noir de l'autre. Ça, voilà, cet enseignement de Justine Hénin, il m'a beaucoup marqué. Est-ce que le fait de connaître le dépassement de soi-même, savoir se faire mal, faire du sport, ça vous aide également dans votre poste? Même si vous ne touchez pas forcément aux sportifs, vous n'êtes pas là pour conseiller, j'imagine, sportivement le coach, mais est-ce que ça vous aide dans le quotidien de président de l'ASM? Dans mon quotidien de président de l'ASM, dans mon quotidien professionnel aussi, c'est-à-dire d'abord, quel que soit le domaine dont on parle, la valeur de l'effort, la valeur du travail sont, je dirais, universelles. La capacité à rebondir, à capitaliser sur les choses qui se passent bien, mais aussi sur les choses qui se passent mal, c'est très important aussi, quel que soit le domaine dont on parle. Oui, c'est... Les recettes du succès, aussi bien sous l'angle professionnel, sous l'angle sportif, finalement, ce sont les mêmes. Alors, du côté sportif, la différence souvent que je dis entre ce que je vis en entreprise et ce que je vis ici au club, c'est que le tempo n'est pas le même. C'est qu'ici au club... Tout va vite ? Tous les week-ends, il y a un match. Tous les week-ends, il y a un match. Un jour, je me souviens d'une discussion que j'avais eue au tout début de notre... collaboration avec Christophe, il m'avait dit, vous savez, président, on perd 3 matchs, on est en crise. Bon, on l'a bien vécu il y a quelques temps, là, entre le 15 novembre et le 15 décembre. Et effectivement, ça, en entreprise, vous ne le vivez pas comme ça. Donc, il y a un tempo qui est extrêmement présent.
et qui cristallise les relations humaines et qui les rend beaucoup plus explosives, entre guillemets, parce que tout à l'heure, je vous disais, il faut s'écouter, il faut savoir capitaliser. Oui, très bien. Mais tout ça, il faut le faire dans un temps extrêmement court parce que le match a eu lieu un samedi soir, un dimanche soir. Le lundi, ou du moins le jour suivant, on se repose. Et derrière, il faut s'y remettre tout de suite. Et il faut performer pour gagner le match qui aura lieu 5 ou 6 jours après. Donc là, je suis bien conscient que les règles du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes. Du moins, en tout cas, la manière dont ces règles du jeu se mettent en œuvre ne sont pas les mêmes. Mais les fondamentaux restent les mêmes. Comment vous arrivez à gérer votre physique entre le travail chez Michelin, le poste de l'ASM, le père de famille, le mari? Est-ce que vous faites aider par les médecins de l'ASM ou mentalement ou c'est de vous-même que vous arrivez à... Non, mais un jour Antoine Couer, là, notre coach mental là, qui fait un travail remarquable depuis cette saison, là, il m'a dit, mais Jean-Claude, si un jour tu as besoin, viens me voir. Et je l'ai entendu, et si j'en ressens le besoin, j'irai le voir sans aucun problème. Vous arrivez à gérer? Oui, et puis... Parce que vous connaissez bien. Et puis j'ai pratiqué le coaching, j'ai eu la chance chez Michelin d'être appuyé, coaché par plusieurs personnes tout au long de ma carrière, et je connais je sais tout ce que ça peut apporter de bien à une personne, d'abord avant tout dans la tête, quoi. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin, et puis je pense que j'ai des gens qui me connaissent suffisamment et puis qui sont suffisamment bien intentionnés, dans le sens où s'ils voient qu'à un moment donné ça déraille un petit peu, ils me le diront. Je pense à ma femme en particulier, mais même Benoît ici au club, si je sais que si je dis un truc qui va pas ou si je commence à partir dans le mauvais sens, il me le dira très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, et ça, je l'entendrai. Jean-Claude, tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que vous avez rêvé d'être président quand vous étiez en tribune Flipono? Vous m'avez dit non. Mais comment ça se passe alors? Comment on devient président de l'ASM? La vraie histoire, elle est aussi simple que ça. Un jour, je discute avec Florent Ménégaud, le patron du groupe Michelin, qui me dit, dis donc Jean-Claude, est-ce que ça te dirait de devenir membre du conseil d'administration de l'ASM? Parce que Michelin a toujours supporté directement ou indirectement le club, mais n'était pas représenté officiellement au sein du conseil d'administration. Il y avait d'anciens responsables de Michelin, mais des gens en activité, il n'y en avait pas. Alors, je lui dis oui tout de suite. Je lui dis oh génial, comme ça va me permettre de mieux connaître le club de l'intérieur, etc. Puis pour moi, j'étais déjà ô combien comblé. C'est la première étape. Voilà. Et puis un an après, grosso modo, Jean-Michel Guillon est venu nous voir, Florent et moi, pour nous dire qu'il n'allait pas demander un renouvellement de mandat. Donc ce sont des mandats de 3 ans. Ouais, car il a vécu quand même 3 ans très difficiles. Il a vécu 3 années extrêmement difficiles. Donc très bien, il nous explique les raisons qui l'amenaient à ne pas vouloir continuer. Donc bien évidemment, on respecte sa décision. Et tout de suite après, Jean-Michel s'en va. La porte se referme et Florent se tourne vers moi. Il me dit alors Jean-Claude, tu fais quoi? Je dis je fais quoi? Je dis oui. Il me dit tu fais quoi? Je dis mais attends, tu parles à qui là? Tu parles à ma tête ou tu parles à mon cœur? Je dis si tu parles à mon cœur, tu connais la réponse. Mais si tu parles à ma tête, je suis membre du comité exécutif du groupe Michelin, je suis responsable du personnel au niveau mondial. Sauf si tu me dis que le temps est venu pour moi de passer à autre chose, et ce moment-là viendra. Donc dis-le-moi tout simplement, et je suis prêt pour ça. Il me dit non, il n'en est pas question. Tu restes au comité exécutif du groupe, tu continues à avoir les missions que tu as aujourd'hui, mais réfléchis. Je me suis dit mais je vois pas comment ça peut marcher. Bon, je rentre à la maison un peu tourneboulé quand même par ça. Et puis rapidement, je discute avec 2-3 personnes parce que bien évidemment, je pouvais en parler avec personne. Et puis rapidement, il est arrivé le schéma qu'avait mis en place René Fontès, qui lorsque Édouard Michelin était le chercher, lui, il était déjà à la retraite, mais il vivait à Égalières en Provence. Il était maire d'Égalières. Il vivait même plus à Clermont. Je passe les détails, et donc René Fontès, qui a été un très grand président de l'ASM, a formé un duo d'enfer avec Jacques Pinault. Et donc voilà, je suis revenu quelques temps après voir Florent. Je lui dis écoute, à mon avis, la seule manière qui pourrait m'amener à accepter cette mission, c'est de mettre en place une direction avec un président qui préside et un directeur général qui fait tourner le club au quotidien. Elle me dit très bien, trouve-le le directeur général.
Ah, vous avez une carte blanche là. Et voilà, et voilà. Et comment se fait avec le binôme avec Benoît Vaz? C'est quelqu'un que vous connaissiez? Tout ça se passe en janvier, en tout début d'année. Et Benoît Vaz avait été en contact avec Jean-Michel Guillon quelques mois avant. Donc Benoît Vaz venait de vendre une partie de ses affaires. Et il avait offert 1 an de sa vie. Complètement gracieusement, il avait été voir Jean-Michel. Bon, le club n'était pas au top de sa forme d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue économique. Il a dit écoutez, si je peux aider le club d'une manière ou d'une autre, je suis prêt à donner 1 an de ma vie pour le club. Et donc en fait, le moment où je commence à mettre mon nez vraiment dans les affaires du club sans que personne sache que je vais être président, est le moment où lui-même vient au club pour donner un coup de main. Donc en fait, on était tous les deux. Les planètes s'alignent. On était tous les deux ensemble dans le petit bureau à regarder les chiffres, etc. Et puis je me souviens, grosso modo, fin mars, on discute tous les deux. Puis je dis Benoît, il va falloir quand même on s'occupe du DG là. Il faut qu'on trouve un directeur général parce qu'à la fin de l'année, il était en tant que tu seras plus là. Oui, quoi. Oui. Il me dit rien. Et le soir, il m'envoie un SMS. Il me dit ne cherche pas de DG. Et voilà, et c'est parti comme ça. Ouais. Et c'est le binôme, de toute façon, vous ne partiez pas sans sa présence. Pour moi, c'était totalement impossible que je sois un président comme l'a été Éric de Cromière ou comme l'a été Jean-Michel. C'était tout simplement physiquement pas possible. Et après, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. On s'entend très bien. Je pense qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre lui et moi. On se parle tous les jours, où que je sois dans le monde. Et donc, je trouve que c'est un duo qui marche bien. Vous êtes passé du nord au sud, donc de la Flippono à l'espace Édouard. Ouais. Est-ce que les émotions sont les mêmes assis avec les présidents, avec le maire, avec les préfets, avec les personnalités qui vous entourent? Est-ce que vous vous contenez? Est-ce que vous êtes obligé de vous contenir ou alors vous faites comme en tribune Flippono? Intérieurement, je vis le match, le jeu de la même manière, avec beaucoup d'émotions. Par contre, elle ne s'exprime pas du tout de la même manière. Je me contiens. C'est pas parce que j'ai peur ou parce que j'ai honte de quoi que ce soit. C'est que d'abord, vivre le match en tant que supporter, c'est pas la même chose que vivre le match en tant que président du club. On perd un match. Ça faisait rigoler pas mal des assistantes que j'ai eues chez Michelin. Il y en a certaines qui pourraient témoigner, disant ouais, Jean-Claude, à l'époque, quand je n'étais que supporter de la tribune, on sait qu'on a perdu. Voilà. Et quand c'était des matchs de demi-finale, de finale perdue, etc. Et pendant 3-4 jours, elle savait pourquoi j'étais pas de bonne humeur, quoi. Donc ça, je pouvais entre guillemets me le permettre en tant que supporter. Je peux pas me le permettre en tant que président. Parce que d'abord, je représente une institution. Ça ne veut pas dire que je dois être froid comme une pierre, mais il faut que je fasse un petit peu attention. Et puis en même temps, il faut que je me préserve. Parce que autrement, ce boulot de président, je peux vous dire, c'est un des plus beaux boulots que j'ai eu, mais en même temps, c'est dur. C'est dur, quand tout va bien, mais quand ça va moyennement ou pas du tout, vous en prenez plein la tête. C'est la loi du genre, il faut l'accepter. Et donc, il faut se préserver, parce qu'autrement, ça peut rapidement impacter très négativement, son mental et son psychique, tout simplement. Donc voilà, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Benoît, il me disait, oui, tu as toujours de la distance, aussi bien par rapport aux victoires qu'aux défaites. Et je lui dis oui, je me préserve, mais ça ne veut pas dire que je ne vis pas les choses intérieurement. Voilà, hier il y a eu un match qu'on a gagné, super, contre La Rochelle, c'était pas un match facile. Je me suis quand même levé quand il y a eu le premier essai qui était magnifique. Mais après, par contre, je rentre à la maison, j'étais au lit à 00h30, j'ai dû m'endormir à 2h. Je crois qu'on est tous un peu pareil. Voilà. On est tous un peu pareil. Nous sommes sur l'excitation. Pour terminer, on va parler des supporters de la Yellow Army. Vous êtes quelqu'un de réservé? On va pas dire timide, de réservé. Vous croyez? Comment se passe le rapport avec les supporters depuis que vous êtes président? Je vais répondre parce que effectivement, je génère spontanément l'image de quelqu'un qui est plutôt réservé, et chose que je suis ou que je peux être, mais pas exclusivement.
je peux vous dire que aussi bien en 2010 qu'en 2017, je pleurais à chaudes larmes dans le virage. J'irai au Stade de France. Je peux vous dire que dans les phases finales, je veillais toujours systématiquement à avoir un siège à côté du couloir des marches. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un essai, je sautais, j'allais dans l'escalier, je montais, je descendais. Donc je me souviens aussi la première finale 2007. Donc je suis monté avec mon fils en train jusqu'à Paris. Je me souviens de l'arrivée des 3 trains à la gare de Lyon. Vous m'auriez vu à l'époque, je crois que vous auriez eu du mal à dire que Jean-Claude est quelqu'un de réservé. Alors après, est-ce que c'est en vieillissant ou alors c'est non, c'est le rôle, c'est le poste. C'est le rôle de nouveau. Comme quand vous êtes en tribune ou vous contenez. Ouais, je me contiens, mais quand il y a un super essai, je me lève et voilà, je libère la joie et le bonheur que je vis au moment où ça se passe. Bon, après, mes relations avec la Yellow Army, très bien. Moi, d'abord, je sais ô combien cette Yellow Army est importante pour le club. Elle est toujours là, dans les bons moments, mais dans les moments aussi plus difficiles. Je suis stupéfait de voir où que j'aille en France, toujours les mêmes, partout, qui traversent toute la France, des gens parfois très humbles, qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Et pour qui, j'irais, le club est presque la seule, ou on va dire à minima, la plus grande source de bonheur et de fierté qu'ils ont dans leur vie. J'ai un immense respect pour ces gens-là, et en même temps, ça crée des devoirs. Moi, je le prends pour moi et pour le club. J'ai dit, mais quand on me demande, mais le club, finalement, président d'un club, ça veut dire quoi? Je dis, nous, notre mission, c'est d'amener du bonheur, de la fierté, de la joie aux gens. C'est ça, ça doit être le club, il doit être une machine à ça. Et pour avoir vécu de nouveau des grands moments de sport à l'ASM ici ou dans d'autres stades un peu partout en France ou en Europe, quand je voyais des dizaines de milliers de personnes célébrer, chanter, pleurer, je dis, c'est magnifique. Donc voilà, la Yellow Army, je sais ce que le club leur doit. Quand je peux, bien évidemment, j'échange avec eux. Puis alors parfois aussi, là j'ai 2-3 mauvais souvenirs. Un jour, je me souviens, je sortais d'un match à Bayonne, et là il y a quelqu'un qui m'a presque physiquement agressé en me disant que le club était nul, que j'étais nul, que j'y connaissais rien, etc. Bon, faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est le résultat d'une infime minorité de personnes. Mais comme je le dis toujours, ce club, c'est un club qui est fait de passionnés. Ce club représente tellement pour les Clermontois, pour les Auvergnats. Il y a tellement d'attentes qu'il faut comprendre que derrière, quand il y a des moments de frustration, de déception, ces moments-là s'expriment parfois d'une manière un petit peu exagéré ou un peu maladroit, on va dire ça comme ça. C'est ce qui fait aussi le charme de la Yellow Army et l'intensité des. Tout à fait. L'intensité Mais de nos retenons supporters. d'abord avant tout qu'on a une chance extraordinaire à Clermont d'avoir ce public de supporters. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À moi, à rien. Au club, tout. Non, pour le club, bien évidemment, vous imaginez bien quoi je rêve. Notre ambition avec l'équipe de direction du club, aujourd'hui, je le répète toujours, c'est ramener le club au niveau qui doit être le sien. Ça veut dire quoi? Donc c'est s'inscrire durablement dans l'élite du rugby français et du rugby européen. Durablement, c'est être en permanence dans le top 6, être en permanence, faire partie des phases finales de Coupe d'Europe, et puis le plus régulièrement possible, aller en finale pour amener des titres. C'est ça tout le malheur que je nous souhaite. Et on fait tout pour y arriver dans un univers qui est extrêmement compétitif, et ça, c'est génial. Moi, j'adore la compétition. Seule la compétition fait grandir. Donc, et vous savez ce que c'est la compétition à titre personnel, un petit peu. Et ça peut aider le club. Oui, ça fait grandir le club, ça fait grandir les individus. Quand il n'y a pas de compétition, quand on n'est pas confronté à l'échec, on ne grandit pas. Merci beaucoup, Jean-Claude Pat, pour cet entretien. De rien. On vous connaît maintenant beaucoup plus. Et merci, un grand merci pour cette interview. C'était avec plaisir. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Et pour terminer ce reportage, je tiens à remercier Benoît Vaz pour l'organisation de cette interview. Et évidemment, un grand merci à monsieur Éric Toury.